Allô, mon ami! Allô, mon ami! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, t'as-tu passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Oh. Très belle semaine. Wow. Oui, vraiment. Ben moi aussi. Oui, as-tu passé une belle semaine? Moi, j'ai fait, ce dimanche, j'ai été faire une journée d'ancrage. Ah, pour vrai? Oui. Raconte-moi ça. Oui. J'ai besoin de me recentrer. Mhm. Tu sais, je me suis souvent oubliée, on le Oui. sait. Je prends pas beaucoup de temps pour moi, je travaille beaucoup, mais je sens vraiment que j'ai besoin de m'ancrer. Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion de faire cette journée-là, puis ça a été une très, très belle journée. J'ai fait mon premier breathwork, que je pense que ça s'appelle. Breathwork, oui. C'était spécial comme je recommande. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait faire? Ou Ben, c'est que de la respiration pendant 1 heure. 1 heure, OK. Avec de la musique de différents rythmes pour nous activer, j'imagine. Oui. Tu sais, j'ai de la difficulté à me connecter. Là. C'est ça que ça fait plusieurs temps que j'essaie de me connecter à mon moi. Là. Ouais. Puis là, je travaille fort là-dessus. Et tu sais, c'est sûr que j'ai pas tout ressenti sans doute ce qu'on doit ressentir, mais c'est normal aussi, comme il dit. Là, tu sais, des fois, il y en a que tu sens rien, le premier, ou des fois, c'est même le deuxième. Le premier, tu sens beaucoup, le deuxième, tu sens pas. Puis, ben, c'est ça. Mais j'ai quand même des émotions qui ont sorti. Puis, j'ai vraiment... Trouves-tu que le breathwork par la respiration, t'arrives à aller chercher un petit peu plus d'intérieur de toi? Tu sais, parce que c'est un mouvement, c'est comme... Tu sais, même bouger, là, ça peut prendre du temps avant de ressentir de quoi, même en bougeant, fait que c'est normal. Moi, le problème, là, c'est que j'ai jamais été à l'écoute de mon corps. Ouais. Mais tu sais, dans le style de jamais été dans mon écoute. Ouais. Tu sais, moi, j'ai un mal de ventre qui tiraille du côté-ci. Non, je sais pas. Tu continues, là. Ouais. Je me suis jamais arrêtée, là. Ouais. Fait que me connecter, c'est difficile pour moi. Puis tu sais, je suis très... comment qu'on appelle ça? Tu sais, je suis très dans ma tête, là. Oui. Ah oui, oui. Fait que là, c'est le cellulaire qui vibre à côté de moi. C'est pas grave. OK. Là, je vais l'arrêter. Pendant notre intro, il y a un téléphone qui... Oui! Ça arrive. Je l'arrête. Fait que là, dis-moi, j'ai une question par rapport encore à ça. Oui. C'est où t'as fait ça? À quel endroit? C'est quoi le nom? C'est quoi le... Ben, moi, c'était une journée d'ancrage faite par Isabelle Carle. OK. Mais elle avait loué une salle au QG à Saint-Roch. OK. Fait que, tu sais, je sais si ça se déplace, là. Ouais. Mais moi, c'est là que j'ai fait ça. Ouais. Je suis vraiment fière de toi. Merci. Que tu aies pris cette journée-là pour toi, pour t'ancrer dans tout ça, te recentrer, trouver un équilibre. Tu sais, tous les moments de l'année, on a des débarques, tu sais. C'est ça. Tu sais, cette semaine, pour moi, c'est une belle semaine, mais j'ai eu une petite débarque, moi aussi, là, tu sais. Des fois, c'est un petit peu plus... Les nuits sont plus dures, un petit peu plus de stress. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment fière que tu prennes le temps de le faire parce que quand je t'ai connue, ben, ça faisait pas partie d'une routine, mais tu t'étais dit qu'en 2026, je m'en souviens, tu l'as mis sur ton Virgin Board que tu voulais faire 2 à 3 retraites ou journée d'ancrage. Puis je suis pas mal fière de toi que tu l'aies fait. Oui, non, moi aussi. Tu sais, comme je veux vraiment. Tu sais, j'ai été en thérapie, je prenais, mais j'ai de la difficulté à me connecter. Tu sais, j'ai fait des soins Reiki avec toi. Tu sais, j'essaie, là. Je travaille. Oui. Le peu de temps que j'ai, des fois, je me permets d'essayer de travailler plus fort. Tu sais, c'est ça. Puis c'est pas cette année, je fais des retraites, puis je fais des Reiki, puis l'année prochaine, tout est réglé, là. C'est le travail d'une vie. C'est ça que j'ai appris. Exactement. Et ça a été une grande leçon pour moi. Une leçon d'humilité. Tu sais, juste des fois d'accepter qu'on file pas bien, c'est une histoire, là. Mais d'accepter qu'on va travailler sur nous autres toute une vie, là. Ouais. Des fois, là. C'est comme le plus gros travail, en fait, qu'on a. Mais il y a le fun, quand tu finis par te découvrir. Quand tu finis par découvrir des parties de toi ou tu finis par t'enlever des couches de pesance, toi, ça devient plus le fun, je te dirais. C'est juste que ça prend du temps. Puis c'est de comprendre le processus. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui est dur. De comprendre que ça n'arrivera pas demain matin. C'est pas parce que tu fais un breathwork que ta vie change. Non, c'est pas parce que tu fais un Reiki que ta vie change. C'est des outils, en fait,
que tu mets dans ta boîte à outils pour Exactement. t'améliorer. C'est exactement ça. Vraiment. Puis petit à petit, tu sais, chaque graine que tu mets, ben, à un moment donné, j'aime. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on m'a dit dans ma thérapie, Léa, puis que ça ressort maintenant, que je fais, là, je comprends. Oui. Là, je comprends. C'est ça. Tu sais, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, puis c'est ça. Le chemin, l'âme, ben, il utilise le corps humain pour se développer. Hein. Le corps humain, ce n'est qu'un véhicule. Oui. Puis l'âme est là. Puis si tu comprends que c'est un chemin de vie, ben tu fais le processus. Aussi, c'est que ce que je comprends c'est que toutes les étapes difficiles qu'on passe dans nos vies nous emmènent à travailler sur nous. Tu sais, comme, tu sais, moi, je veux me comprendre parce que j'ai pas passé à travers des choses faciles les derniers temps. Puis, tu sais, je veux comprendre, je veux m'améliorer, Fait que, tu sais, si j'aurais pas vécu mes choses difficiles, ben, je serais pas là aujourd'hui à essayer de travailler encore plus fort sur moi. Ben, c'est exactement pour ça qu'on fait le podcast. C'est exactement pour apprendre comment les gens font pour s'en sortir, puis apprendre sur soi, puis qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est à cause de la période difficile. Puis quel outil aussi choisir. Oui, c'est ça. Il y en a plein d'outils. C'est parce que des fois, on ne le voit plus des fois. C'est ça. Des fois, on est tellement submergé, puis la tête dans des œillères qu'on le voit plus. Puis c'est un peu ce que Caroline a traversé dans sa vie. Hein, beaucoup notre invitée. Oui, notre invitée dans le prochain podcast. Elle nous parle de plein de sujets tabous incroyables qu'on parle pas puis qu'elle ose parler. Oui. Je la trouve courageuse. Elle nous parle aussi beaucoup de j'ai des blancs. C'est la pression sociale. Oui. Ça aussi, je l'ai déjà ressenti. Tu sais, c'est ça. On n'est pas obligé d'être parfait, tu sais, c'est ça. Puis elle l'a bien expliqué comment qu'on peut se sentir. Puis tu sais, au fond, là, on s'est toutes pas mal sentis comme ça à un moment donné dans nos vies. Là. Pour plusieurs sujets, là, on n'en parle pas juste de un, il y en a plusieurs qu'elle met un doigt sur. C'est tellement bien. Ça vaut la peine d'être entendu puis d'être écouté. Elle explique bien. Elle utilise les bons mots. Fait que je vous dis bonne écoute. Écoutez-la, c'est incroyable. Allô, Caroline. Allô. C'est la première fois que tu viens faire un podcast? Oui, la toute première fois. Oui. Dans le fond, aujourd'hui, on se rencontre parce qu'on veut t'interviewer sur ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à être la femme que tu es maintenant? Quel est ton parcours, ton cheminement, puis surtout tes apprentissages sur toi-même? C'est sûr qu'on commence un petit peu de la base. On va y aller un peu loin dans ta vie. Je sais que tu as déjà fait un bon travail sur toi, ce qui te rend pas mal à l'aise de parler de tout ça. Non, pas du tout. Parfait. Fait que raconte-nous au début comment ça a été dans ta jeunesse, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es la femme que tu es? Dans le fond, j'ai été élevée par une mère monoparentale. Donc, j'avais un papa qui était le père de mon frère. Et lorsqu'ils se sont séparés, j'ai appris, mea culpa, que ce n'était pas mon papa. Donc, à l'âge de 6 ans, grosse remise en question. Pour finalement me rendre compte que j'étais issue d'une relation conçue d'un soir. Et donc, mon père, j'ai grandi sans apprendre à le connaître. J'ai dû faire le deuil d'une séparation de ma mère avec mon beau-père. Apprendre à vivre à 6 ans, qu'on n'a pas de papa, ça change une vie. Ça change la perception d'un enfant. Fait que forcément, toute ma jeunesse, je me suis vraiment cherchée, je me suis remise en question. J'ai pas pu faire mon complexe de dire, tu sais, les petites filles, quand c'est souvent petite fille, ça dit, moi, je vais me marier avec mon père, je vais marier quelqu'un comme mon père. Mais moi, j'ai souffert de cet abandon-là. Dans le fond, là, j'ai souffert d'un manque de présence. Fait que je me suis toujours cherchée dans mes relations. Autant quand j'étais jeune, est-ce que j'étais aux femmes, est-ce que j'étais aux hommes? Qu'est-ce qui c'est quoi que moi, j'y méritais? C'était quoi ma valeur? On dirait que j'arrivais pas à l'attribuer, j'arrivais pas à savoir où m'orienter. Ce qui faisait en sorte que je faisais pas toujours des bons choix niveau partenaire. Donc, j'ai vécu des relations quand même assez toxiques. J'ai juste une question. Oui. Là, cet homme-là qui était avec ta mère, ils ont eu un enfant ensemble qui était ton frère. Exactement. Mon demi-frère, mais pour moi, c'est mon frère. Oui, c'est ça. On a la même mère. Mais là, cet homme-là a vécu avec toi, il t'a aimé, il t'a fait Exactement. grandir. J'avais même pas 1 an quand ma mère l'a rencontré. Là, c'était son voisin. Là, j'étais bébé naissant. Mais là, quand ils se sont séparés, lui, il a-tu continué à avoir ton frère? Oui.
Fait que Mais moi, pas toi. Ouais, dans le fond, c'est un peu compliqué parce que mon père paternel était, dans le fond, le fils à l'ami d'enfance de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère n'a pas voulu que mon beau-père s'implique à l'époque. Donc, ça a fait une grosse chicane familiale. Okay. Ma grand-mère voulait protéger mon père paternel. Puis, dans le fond, ça n'enlève rien à ma mère. Là. Ma mère, c'est une mère exceptionnelle. Oui. Elle a fait plus que son possible. Puis maintenant, d'ailleurs, je peux encore plus la comprendre maintenant que je suis rendue célibataire, une maman qui a dû se séparer. Oui. Mais je vous dirais que ce qui a été le plus difficile, c'est de voir ma mère vouloir vendre notre maison à l'âge de 6 ans. Donc, j'avais plus de maison, plus de papa. J'avais seulement 6 ans. Ma mère, elle a fait des choix, puis finalement, elle a gardé la maison. Okay. Mais j'ai dû apprendre toutes les fins de semaine les 2 fins de semaine, apprendre à laisser mon père, mon beau-père, partir avec mon frère. Puis lui aussi, de vivre dans cette relation-là, ça a été un gros deuil. Puis maintenant, on s'en parle ouvertement. Mais je l'ai vraiment mal vécu. Puis pour moi, ça a été un homme qui était vraiment important. Puis encore aujourd'hui, quand mon frère fait des événements, je vois les membres de la famille, puis ça reste pour moi comme des gens importants, des gens qui ont marqué mon enfance. Parce que maintenant, tu lui parles. Là, Ben, j'ai jamais vraiment arrêté d'y parler. Okay. Il aurait voulu m'adopter, puis je sais que pour lui, ça a créé beaucoup de peine. Pour moi aussi. Mais c'était tellement conflictuel que ma mère a décidé de me garder. Puis c'était ma grand-mère qui est comme devenue ma figure paternelle qui me gardait l'autre fin de semaine pour donner un répit à ma mère. Puis mon père, ben, je l'ai pas connu avant l'âge de 20 ans. Mon vrai père biologique. C'est ça. Mais il savait que tu existais. Oui, mais c'était compliqué. C'est une relation qui est compliquée, qui est pas innée. C'est dur d'apprendre à connaître quelqu'un à 20 ans puis de développer une relation avec le peu de temps que tu peux échanger avec cette personne-là. Aujourd'hui, mon père, il reste un peu présent dans ma vie, mais c'est une relation qui est quand même fragile. Je suis très, très, très proche de ma mère. Puis encore plus depuis 2 ans, depuis tout ce qui est arrivé qu'on va élaborer. C'est ça. Est-ce que tu en as voulu à des membres de ta famille de... Quand j'étais jeune, je me suis remise en question. Je voulais même aller à l'époque avec Claire Lamarche. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, moi, je voulais aller à Claire Lamarche retrouver mon père. J'en voulais beaucoup à ma mère. Mais parce que quand on est un enfant, on n'arrive pas à comprendre le bien du mal. Puis maintenant, avec un peu de recul, je sais que ma mère, elle voulait juste me protéger. Puis il y a des raisons qui sont bénéfiques à elle, que je peux malheureusement pas élaborer le sujet ici, mais que c'est une mère exceptionnelle. Puis tout ce qu'elle voulait, c'était me protéger au meilleur de ses connaissances. Parce que pour elle, c'était déjà un échec. Puis elle se sentait déjà coupable de m'enlever mon père, qui était mon beau-père biologique. Donc, puis elle-même, son père est mort quand elle avait 13 ans. Donc, c'est comme une roue qui tourne. On avait toute cette crainte-là. Ma mère avait cette crainte-là. Je l'ai vécue. Malheureusement, je voulais pas me séparer, mais arrive ce qui arrive des fois quand on devient parent avec la surcharge mentale. La plus belle des relations peut se transformer dans une relation cacophonique puis monstrueuse. Puis des fois, il faut apprendre à choisir en tant qu'humain. Puis c'est ce que j'ai compris de ma mère, c'est qu'à ce moment-là, elle s'est choisie. Elle s'est respectée pour mettre ses limites, même au détriment du fait que j'ai peut-être subi des manques, mais c'est pas de sa faute à elle. Non, elle a fait de son mieux avec les connaissances qu'elle avait. Fait que oui, à mon adolescence, j'en ai beaucoup voulu pour répondre à ta question. J'en ai voulu à mon père. Je me suis sentie abandonnée. J'en ai voulu à mon beau-père. Parce que dans ma tête à moi, ça faisait aucun sens s'il m'aimait de pas se battre. Fait que je me suis sentie beaucoup délaissée. Ce qui fait que j'ai vécu une adolescence où la nourriture, ça a comme été une zone de confort. Fait que j'ai mangé mes émotions à pu finir. Je mangeais pas dans le jour parce que je me faisais intimider puis je me faisais dire déjà que j'étais grosse à l'époque. Puis je me cachais pour manger. Le soir, étant un ado, on veut plaire. Fait que je mangeais pas dans le jour. Je me privais de manger toute la journée. Je disais que je faisais des régimes. Il y a rien que j'ai pas essayé, là. Tous les régimes possibles, là, j'étais le meilleur marché. Je disais oui à tout. Je travaillais au Tim Hortons à l'époque. Même dès l'âge jeune. 14 ans. 14 ans. Ouais, 14 ans, là, je devais peser déjà, honnêtement, 160, 175 livres. Là. Ouais, je faisais déjà beaucoup d'embonpoint.
c'était déjà venu un comfort food, c'est déjà venu réconfortant. On dirait que ma peine, il y en a qui vont la noyer dans l'alcool, il y en a qui vont la noyer dans autre chose. Moi, c'était la nourriture, c'était mon réconfort. Okay. Puis ma mère, elle essayait là, de contrôler. Il n'y avait rien à faire. Est-ce que toi, à cet âge-là, tu te rendais compte que c'était un petit peu malsain pour toi d'agir comme ça ou c'était tellement réconfortant que tu t'y plaisais et tu te sentais bien? Ben, je pense que, à y penser maintenant, je pense que c'est un mix des deux. Une partie de moi, mettons, ma tête le savait que c'était déraisonnable, qu'on pouvait pas manger 3-4 pointes de gâteau, manger des chocolats, des bonbons à pu finir ou de la crème glacée, un pot à en vomir. Là. Mais j'étais une adolescente qui voulait tellement être aimée, qui voulait tellement être appréciée. Je me sentais un peu comme un imposteur dans mon corps. C'est comme si toute ma vie, de la séparation de ma mère jusqu'à aujourd'hui, je vous dirais via, mettons, 1 an, là, c'est comme si j'étais pris dans un corps. Je sais que ça peut paraître banal, là, mais c'est comme si j'étais pris dans un corps où que j'avais pas le plein contrôle de ma vie. Puis je restais comme dans une roue de victimisation. C'est une roue qui tourne sans fin, de je veux mieux, mais je suis pas prête à aller mieux. Puis comment on va mieux? Et que ça faisait en sorte que, ben, je pense qu'à quelque part, je m'auto-détruisais, je m'auto-flagellais sans même m'en rendre compte. Puis je suis tellement devenue intimidée, tellement tannée d'être intimidée que je suis devenue aussi celle au secondaire qu'on avait peur, qu'on craignait, parce que je voulais plus me faire écœurer, je voulais plus me faire dire que j'étais grosse. Dès jeune, j'avais des problèmes de confiance, là, d'estime extrême, là. Puis des carences affectives niveau paternel qui m'ont marqué puis qui m'ont demandé, tu sais, c'est pas normal qu'un enfant de 14 ans se demande à 14 ans pourquoi elle existe puis c'est quoi sa valeur. Oui. Tu sais, à 14 ans, on est plus dans le jeu, on est plus dans... Non, moi, à 14 ans, je me demandais c'était quoi ma valeur puis je me disais que ma mission sur Terre, c'est d'avoir des enfants. OK. J'étais déjà ailleurs complètement, mais ça avait pas de bon sens quand on y repense, là. Mais pourquoi tu penses que ta mission, c'était d'avoir des enfants? Parce que tu voulais pas... tu voulais essayer de faire... C'était quoi dans ton raisonnement, dans ta tête? Mais on dirait que mon raisonnement à cette époque-là, c'était... Moi, je suis née... Je suis ici, je peux pas croire qu'il n'y a pas une mission, il n'y a pas quelque chose de beau qui va m'arriver. Fait qu'on dirait que ma mission, sans même m'en rendre compte, c'était je veux avoir des enfants jeunes, je veux fonder une famille, puis je veux vieillir avec cette personne-là. Ça m'avait tellement marqué que je voulais comme offrir l'impossible à mes enfants. Fait que je me suis développé une idéalisation de l'homme idéal. Ça serait quoi? Ça serait rassurant, ça serait sécurisant, puis ça serait quelqu'un avec qui que je serais prête à accepter même l'impensable. Parce que ben j'offrirais un toit, un père à mes enfants, puis je voudrais jamais, au grand jamais, que mes enfants souffrent de cette absence-là, peu importe les raisons. Moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai les enfants, c'est fini, ma vie est finie, là, c'est ma mission. Mais c'est grave quand on y pense qu'un enfant de seulement 14 ans est capable de se demander des choses comme ça. Mais puis ça, aujourd'hui, j'en parle, mais c'est quelque chose que j'ai jamais parlé avant, là. Je me demandais c'était quoi mes hobbies, mais je faisais juste... Tout était un mécanisme de défense. Je vivais pas, je survivais. Oui. Donc... Puis à quel moment tu as eu un diagnostic au niveau de la nourriture? Ben dans le fond, c'est que j'ai commencé à être suivie parce que... Ben, vu que j'étais beaucoup intimidée, là, c'est juste un sujet un peu tabou dans la société, mais malheureusement, les tentatives de suicide sont encore très présentes chez les adolescents. Donc, il est arrivé beaucoup de choses là, dans mon jeune enfance. Jeune adolescence, ça a été plus difficile. J'ai eu des mauvaises relations. Ma première relation sexuelle s'est pas bien passée non plus. Fait que peut-être beaucoup de déceptions qui fait en sorte que les remises en question n'étaient que plus grandes. J'étais tout petite, mais on me demandait déjà de prendre des décisions dans ma tête qui n'avaient aucune logique. Donc, j'ai commencé à être suivie par une psychologue au CLSC pour que, justement, j'aie les ressources nécessaires pour m'en sortir. Parce que dans la vie, on a beau avoir 14 ans, mais avoir un mal de vivre à 14 ans, c'est pas possible. Puis, il faut trouver des solutions. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là que on a commencé à me suivre de près. Là, on a réalisé que moi, je me demandais pourquoi j'étais différente des autres. Tu sais, j'arrivais pas à comprendre. Puis consulter, ben, ça m'a permis de comprendre que de un, j'étais TAG, trouble d'anxiété généralisée. Fait que tu sais, déjà ça, c'est de mettre des mots
sur des enjeux, des problèmes de société, en fait. Là, c'est des problèmes de santé mentale. Toi, dans le fond, tu savais pas que tu vivais de l'anxiété. Non. Tu comprenais pas c'était quoi l'anxiété. Exactement. Que tu vivais. Fait que j'étais habitée par une anxiété jour et nuit. Constante. Mais c'est comme si dans tout ce que je faisais, c'était jamais assez. Fallait que je sois bonne, mais fallait que j'excelle, puis je m'exigeais la perfection, mais personne ne peut être parfait. Non, c'est ça. Puis j'associais les réussites à, pour réussir, il faut être populaire. OK. Quand on est jeune, des fois, on veut plaire. Puis moi, ma mission, c'était de plaire. C'était pas de me plaire à moi, c'était le regard des autres. Puis j'étais tellement jugée, tellement critiquée que ben, j'en ai eu le mal de vivre, tu sais. Est-ce que pour plaire aux autres, tu faisais des choses que, tu sais, ça faisait pas partie de tes valeurs, que tu voulais pas vraiment faire? Forcément. Il y a plein de choix que j'ai pris, que je voulais pas prendre, mais que j'ai pris pour plaire, pour m'oublier, pour m'auto-flageller, tu sais, arrêter de souffrir, là, forcément, là, oui. Puis même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me connaissent de avant à maintenant. Puis il y en a qui me disent justement, t'es tellement pas la même personne aujourd'hui versus la personne qu'on a connue. Mais c'est normal, la personne qu'on a connue était blessée, elle survivait, puis versus maintenant... À quoi? Elle se connaissait pas. Mais c'est ça, je me connaissais pas, je m'attribuais aucune valeur. Puis je pensais que c'était ça, dans le fond, la vie. Tandis que maintenant, je reconnais ma valeur, puis j'ai appris que si dans la vie, toi, tu t'aimes pas, il y a personne qui va le faire à ta place. Fait que c'est à toi de sortir de la victimisation, puis de vouloir avoir une meilleure vie, puis d'aller chercher les ressources nécessaires. Là. Oui, vraiment. Donc, là, on sait qu'il y a eu un pan de ta vie que tu as rencontré des gens, mais je veux pas sauter tout de suite à qu'est-ce que tu as fait pour être rendue la femme que tu es. Fait que raconte-nous un petit peu, ça a été quoi tes relations, tes patterns de vie, comment tu as vécu ton poids pendant l'âge adulte. OK. Ben dans le fond, moi, j'ai été en combat avec la nourriture toute ma vie, principalement. Toute ma vie, ça a été des hauts puis des bas niveau poids. Fait que ça a été des gains incroyables, des pertes incroyables. Tu sais, je suis partie, des fois, je gagnais 50 livres, j'en reperdais 100 livres, j'en regagnais 50, j'en regagnais 80. J'ai eu 2 enfants, 2 grossesses à risque diabétiques, dans le fond. Ben, pas déclarées diabétiques, mais des grossesses diabétiques. Fait que ça m'a nécessité beaucoup de suivi. Étonnamment, moi, vu que à ce moment-là, je faisais beaucoup d'embonpoint. Ma première grossesse, je devais peser 280 livres au moins. C'est sûr que là, je perdais plus de poids enceinte. Parce que là, j'étais vraiment contrôlée. Puis là, je comprenais, on dirait que là, ça avait un plus grand impact chez moi. Parce que je me disais, là, c'est pas juste ma vie. Je joue avec la vie de quelqu'un d'autre. Je porte la vie. Je dois faire attention. Puis c'est là que ça a commencé à semer une graine. Quand je suis devenue maman, j'ai compris que ma mission, finalement, c'était pas juste d'être une mère. Puis que je portais la vie, j'allais donner la vie, mais que c'était précieux. Je devais prendre soin de moi. Fait que ça a semé une graine en devenant maman. J'ai appris à mieux contrôler mes pulsions alimentaires. Avec le diabète gestationnel, j'avais pas le choix. Puis ils sont très... les hôpitaux sont très sensibles aussi à la grossophobie. Là, on va se le dire, on en vit c'est ça. enceinte, là, de la pression quand on est moindrement en surpoids. On en vit énormément. Puis on se fait dire dès le début que ça se peut que notre bébé meure. On se fait dire dès le début. À cause que tu es en surpoids. Oui, parce que dans le fond, on est en surpoids. Puis quand on fait du diabète gestationnel, il y a des experts des fois qui vont nous dire que c'est des risques à prendre. Puis il faut vraiment prendre ça pas à la légère. Puis il faut vraiment appliquer le plan parce que le cœur du bébé pourrait s'arrêter. C'est des suivis très serrés, du monitoring à toutes les semaines en fin de grossesse. On se pique pour voir notre taux de diabète. Il y en a qui vont finir avec l'insuline. Fait que c'est vraiment très, très pris au sérieux. Là. Toi, ta première grossesse, t'avais quel âge? J'avais 23 ans. J'ai accouché à 23 ans, puis le lendemain, j'avais 24 ans. Fait que, tu vois, avec du recul, je les ai eu très jeunes. Mais tu sais, comme tu prenais conscience quand même assez jeune dans ta vie que fallait que tu te prennes en main et que tu te choisisses. Exactement. Puis, il y avait aussi le fait que ma fille est arrivée un cheveu sur la soupe. Tu sais, moi, j'avais le syndrome polykystique. Je prenais encore ma pilule avec mon copain, le père de mes enfants. Dans le fond, on voulait s'acheter une maison. On était en train de regarder pour ça, économiser des sous. Puis finalement, je suis tombée enceinte de sa pilule. Fait que c'était comme inconcevable. On la garde pas. Pour moi, c'était comme un bébé inespéré, étant donné que le syndrome polykystique fait en sorte que tu as des risques de jamais avoir d'enfant. Tu as des risques d'infertilité.
OK. Donc, on est déménagé. On s'est acheté notre première maison. On a eu notre fille. Puis 20 mois plus tard, on a eu aussi un autre enfant. OK. Donc, ça a été comme, j'ai appris, j'étais enceinte de mon deuxième. Ma plus vieille, elle avait 11 mois. OK. Fait que ça s'est fait rapidement. Là. La surcharge mentale s'est vite développée. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais avec ton copain? Ça faisait, quand je suis tombée enceinte de ma fille, non. Ça faisait seulement 1 an et demi. OK. Fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'apprendre à se connaître. On est déménagés ensemble. J'étais enceinte sur le point d'accoucher. OK. Fait que quand tu es tombée enceinte, tu vivais pas avec lui. Non, fait que votre on quotidien vivait- n'était pas ensemble. Ben c'est ça. On vivait chacun de notre côté. Finalement, il est venu déménager chez ma mère. OK. On s'est acheté une maison pour nous déménager ensuite ensemble. Mais on n'a pas cohabité. Non, c'est Fait ça. qu'on n'a pas appris à bien cohabiter. Les bases, Les ouais. bons côtés ici, c'est plus facile quand on n'habite pas avec la personne puis qu'on n'a pas la surcharge mentale de... Ouais. Là, on n'avait même pas encore d'enfants puis on savait même pas encore notre jeune vie d'adulte, C'est comme à vrai. quoi ressemblerait dans une maison. Là. Ouais. Fait que ça s'est précipité très, très rapidement, mais je le regrette pas parce que mes enfants, c'est... je le répète sans cesse, mais c'est mes plus beaux trésors de la vie. Là. Mais c'est juste que quand on connaît pas la personne avec qui qu'on fait nos enfants, c'est un peu précipité puis un peu précaire comme situation. Il faut Mais s'en douter. aussi, c'est que vous n'avez pas votre quotidien Mhm. habituel. Et là, en plus, on le sait quand même qu'avoir des enfants, ça change d'un quotidien, Ben ça oui. change Exact. Ah oui, ça change tout. Là, tu sais. Fait Oui. que vous êtes- t'es pas normal non plus. Tu sais, c'est pas Non, une exact. relation. Donc là, on arrive avec Luana, puis là, c'est là que tout a changé. Là. Ça a Ouais. été plus difficile. L'adaptation pour moi, devenir mère, ça a été inné. OK. Pour moi, on dirait que c'est ça ce que que tu je voulais voulais. depuis C'était longtemps, oui. exactement. Mais pour lui, ça a été plus difficile. Là. C'était moins inné. Fait Ouais. que ça nous a mené à des conflits d'intérêts. Oui. On n'avait pas la même vision du mot de définition de la famille. Pour moi, c'était des sacrifices. Puis je me suis oubliée là-dedans. Oui. Je me suis oubliée grandement. Là. La surcharge mentale, je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Oui. Mais la femme, on a beau dire qu'on a pris un aller, je sais pas comment le dire, mais qu'on a pris... Qu'on est plus libre. qu'on est plus libre, qu'on peut travailler, Oui. qu'on peut étudier. Mais ça reste que lorsqu'on a des enfants, lorsqu'une femme donne sa vie, là, on Oui. s'entend, là, on donne notre vie pour Oui. nos enfants, on dirait que la surcharge mentale est plus présente sur nous. Donc, c'est qui va manquer forcément du travail? Souvent, ça va être la mère. C'est qui va se sacrifier pendant la grossesse, qui va porter l'enfant, Oui. qui va sacrifier son corps, qui va sacrifier son travail, sacrifier son réseau d'amis. Tout ça, c'est la femme qui le porte. Mhm. Fait que- Puis peut-être que j'ai pas laissé de place non plus assez avec un pas de recul au père. J'ai tout pris sous mon aile. Mais ça fait en sorte que on pense qu'on est indestructible puis Oui. que personne va nous arrêter. Mais au final, on survit. On fait que survivre. Fait Oui. que je me rends compte que depuis que je suis petite, tout ce que je fais, c'est survivre. Ah, oui. Fait que, puis là, je me rends compte que c'est pas ça que je veux éduquer à ma fille, tu sais, de survivre dans une relation qui est toxique, une relation que l'amour est omniprésente. Dans le fond, on se rend compte qu'on reste ensemble pour le bien de nos enfants. Oui. Là. Fait que c'est Toi, t'es plus bien. Non. Fait que, tu sais, tu restes pour le bien, mais toi, t'es plus bien. Donc, exact. ça devient pas bien pour eux non plus. Ils savent Non, pas c'est comment s'épanouir s'ils Exact. voient pas leur mère s'épanouir. Non, là. c'est ça. exactement. Puis là, tu sais, c'est un peu moi j'appelle ça le rêve américain, là, de dire qu'on se compare aux autres. Fait que là, moi, j'ai une petite maison, on est dans le COVID. On est complètement isolés. Je viens d'avoir mon deuxième enfant. J'accouche dans la deuxième vague, là, au mois de mai, tu sais. Fait que je vis mon deuxième bébé très difficilement. Oui. Tu sais, je fais une dépression postpartum, là. OK. Tu sais, souvent, là, quand on accouche, ils vont nous dire, puis là, je dis ça, c'est tellement tabou, fait que lancez-moi Oui. pas des roches, là, mais Non. souvent, quand on accouche, ils nous disent, si jamais votre bébé, là, il pleure trop, c'est difficile, vous perdez le contrôle de vos émotions, mettez-le dans un berceau, on secoue jamais un enfant, puis tu sais, quand on nous enseigne ça, on se dit, c'est terrible de se faire enseigner ça fait pas de sens. Mais quand avec Luana, je me disais que c'était impensable. Puis avec Jaden, c'était un bébé qui il dormait pas. OK. Il dormait jamais. Je l'allaitais constamment, puis il y avait des reflux, puis il était très, très malade. OK. Fait que le lien avec lui s'est fait très difficilement, là. OK. Il est né, puis c'était déjà très difficile. On était dans le COVID, on était isolés. Ouais. C'est là que j'ai réalisé que c'est pas pour rien qu'il l'enseigne. Jamais j'aurais fait ça, là, mais combien de fois c'est arrivé, j'ai déposé dans son berceau, puis je suis juste sortie dehors, puis je comprenais pas ce qui se passait, puis j'en voulais, puis je criais à la vie, j'ai tout ce que je veux. J'ai 2 enfants en parfaite santé. Mais il y avait le mal-être qui était là. Mais le mal-être est encore là. Donc là, Caroline, ça te prend quoi de plus pour être heureuse? Oui.
C'est quoi que tu as besoin? Tu as 2 enfants, là. Mais je Tu suis as une contente maison. que tu en parles du syndrome postpartum parce que tu l'as pas eu à la première et à la deuxième. Oui, ce qu'on aurait pu croire au contraire. Puis, il y en a d'autres qui vivent ça aussi. Oui. Puis qui se C'est demandent très tabou, pourquoi là. que je suis une mère. Je sais ce que c'est une mère. Je sais qu'à la naissance, on l'aime inconditionnellement, mais qu'à mon deuxième, j'ai un syndrome postpartum, Exact. puis je suis pas capable d'avoir cette connexion-là Exact. avec mon enfant. Ouais, puis Et je m'en ça voulais, là. existe. Oui, mais oui. Ça existe, puis je m'en voulais, puis je pleurais. Oui. Puis je regardais ma fille, puis je l'aimais tellement, puis mon garçon, je le regardais, puis je voulais l'aimer autant, Oui. puis je me sentais coupable, j'en parlais pas, je le gardais pour moi, Oui. mais j'y arrivais pas. Tu sais, tout le monde dit l'amour, ça se divise, c'est facile, mais c'est pas vrai que c'est toujours facile. C'est ça. C'est un sujet qui est tellement tabou parce qu'entre femmes, on se juge tellement. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on accouche? On regarde si le bébé de l'autre est plus beau. Ouais. On regarde si elle a la poussette qui vient de sortir. Elle a-tu un VUS? On se compare sans arrêt. On est dans une société où on se compare à tout le monde. Oui. Puis on n'est jamais assez heureux. On veut toujours plus. Oui. Fait qu'à partir de là, mon ex, il me disait, t'as 2 enfants en santé, qu'est-ce que tu veux? C'est pas assez. Mais je me rendais compte que c'est tout ça. J'étais pas bien. Mais encore là, j'ai poussé la chose plus loin. On a acheté l'auto de l'année. Après ça, on a changé. On s'est fait construire une maison. Mais tout ça, là, c'est des matériaux. C'est une prison dorée. Ouais. Plus que le temps avançait, plus que je faisais moi-même mon piège. J'étais en train de me faire une prison dorée. Fait que oui, aux yeux des autres, j'étais heureuse. Oui, c'est ça. J'avais Mais la à vie l'intérieur parfaite. de toi. Mais à l'intérieur de moi, j'étais morte. Je vais revenir un petit peu encore Oui, au vas-y. sujet. On va vite, mais je vais revenir un petit peu à qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as retrouvé cette connexion-là avec ton deuxième? Ben, ce qui a fait en sorte que j'ai reconnecté avec mon deuxième, c'est vraiment, j'ai consulté. Encore là, J'ai pas, à un moment donné, tu as pris j'ai dit là, tu sais, mon bébé, 3 mois, ça n'a pas de bon sens, j'ai besoin d'aide, je dois aller chercher de l'aide. J'étais allée consulter. J'ai consulté. Puis on va où pour consulter? C'est une psychologue? C'est-tu moi, je suis allée voir une psychologue qui était spécialiste dans les dépressions postpartum à l'époque. Puis on est reparti de mon enfance. Ah, c'est ça. Donc là, on est reparti de mon enfance pour comprendre. Puis on en est venu à la conclusion que c'était inévitable que ça allait arriver. C'était un fils. J'ai pas eu de père. Donc, ça pourrait arriver que le lien soit plus difficile, que le lien avec ma petite fille, c'était comme si c'était la petite fille que j'étais, tandis que mon garçon, c'est comme si ça représentait, c'est un peu ironique, là, mais comme si ça représentait la figure paternelle que j'ai pas eue. Fait que je savais pas comment être une bonne mère avec lui. Comment gérer ça. Exactement. En plus de comment je devais avoir ma petite fille de 20 mois temps plein parce qu'on se rappelle que les garderies étaient fermées en plus. Un nouveau bébé, un sous-sol en construction parce qu'on le terminait pour pouvoir vendre la maison. C'était une surcharge de partout. Le couple qui était difficile. Donc, je me sentais pas aimée en tant que maman, pas aimée en tant que femme. De la société. Pas aimée, rejetée de la société. Isolée parce qu'on était en COVID. Tu voyais exact. rien, tu pouvais pas t'extérioriser. C'était très difficile. Puis ma mère qui avait été là à ma première, dans le fond, elle pouvait pas être là au deuxième parce qu'elle travaillait dans les écoles. Fait que c'est tout ça que l'isolement s'est vraiment installé. Puis d'habitude, à Louana, en tant que maman, il y a des groupes de mamans. On dit jamais assez que c'est important, les groupes de mamans, les soutiens, de sortir. Mais là, tout était fait pour qu'on soit isolé davantage. Fait que j'avais pas le choix de consulter parce que c'était soit ça ou j'allais de moins en moins bien. J'étais consciente là, tout de même. Là. Mais tu sais, jamais, je veux vous rassurer, là, jamais j'ai fait mal à mon bébé. J'ai toujours été une très bonne maman, mais je me sentais morte de l'intérieur. Fait que je savais que il y avait quelque chose à travailler puis à continuer. Est-ce que c'est à partir de là, de cet événement-là, de ce moment-là que tu as commencé une longue thérapie? Oui. Puis c'est là que ça l'a débloqué pour l'apprentissage de soi? Exactement. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, j'ai d'ailleurs jamais vraiment arrêté de consulter. On est allé chercher aussi de l'aide pour notre couple. On avait été voir des thérapeutes. Malheureusement, des fois, les relations des enfants, ça change une vie. On n'a pas la même, vision, on n'a pas le même aspect de l'amour, on n'a pas la même définition.
fait en sorte qu'on va se séparer pour le mieux parce que j'étais dans une relation qui ne me plaisait plus. Donc, je ne voulais plus me forcer parce que j'ai réalisé en consultant que, dans le fond, je restais dans cette relation-là parce que je voulais offrir à mes enfants ce que moi, j'avais pas vécu. Une relation qui était dans ma tête, une belle relation, puis qu'on allait vieillir ensemble, qu'on allait devenir grands-parents ensemble. Mais au final, idéalisais beaucoup. C'est ça. Ouais. J'idéalisais ma relation, mais ma relation n'était pas ce qu'elle était pour vrai. Donc. Puis on se rappelle qu'à 14 ans, tu étais prêt à tout. Exact. À tout recevoir, autant le bien, le mal. Exact. Que pour avoir cette famille-là qui est là toute une vie, tu sais. Mais c'était mon emprise, c'était ma prison dorée. Mes enfants, c'était ma plus belle chose. Mais tout le reste, c'était du vent. Il n'y avait rien de solide. Ouais. Comment tu le ressentais? Est-ce que c'est un vide à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te souviens des émotions que tu ressentais à ce moment-là? Je me sentais comme un robot. Un robot de la société. On se lève parce qu'on n'a pas le choix. On accomplit nos tâches. On cherche au travers de ça. Puis, tu sais, moi, j'étais maman à la maison. J'avais arrêté de travailler un peu. Là. Je travaillais plus ou moins. Puis, en devenant maman, j'ai toujours pensé que je serais plus une maman à la maison. Puis, j'ai réalisé que non, j'étais une femme de carrière. Puis, c'est correct. On a le droit de vouloir plus. Puis, que c'est pas parce qu'on est maman qu'on est cloué à rester à la maison. Puis je respecte et j'honore les mamans qui sont mamans à la maison parce que ce n'est pas seulement être maman. C'est un travail. C'est un travail. La maison, les corvées, c'est un travail à temps plein. Oui. Donc, c'est sûr qu'en plus, encore là, s'ajouter une charge, il faut que les papas participent plus dans la société. Puis on est quand même chanceux parce que je regarde la génération de mon frère qui sont plus jeunes que moi, là, qui sont dans le début de trentaine, fin vingtaine. J'ai l'impression qu'il y a un tournant qui est en train de se faire puis que les hommes s'impliquent davantage maintenant. Oui, c'est ça, parce que comme tu disais tantôt, oui, les femmes, on a évolué, on peut travailler, mais on a toutes gardé la charge à la maison quand même. Oui, on peut pas tout faire à la maison, plus travailler 40 heures semaine et penser qu'on est capable de tout faire. Exactement. C'est impossible. C'est impossible, puis ça nous rajoute une surcharge émotionnelle intense. Parce qu'on se sent pas à la hauteur. On n'est pas capable de tout faire. Fait qu'on se dénigre en même temps. Fait que, puis on s'oublie. Entre ça, je trouve ça difficile. Oui. C'est très difficile. C'est très difficile. Puis, en fait, on finit par la trouver, mais ça reste qu'il y a toujours une partie de nous qu'on va sacrifier. Oui. Il y a quelque chose qu'on va négliger. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dit que c'est à nous de le faire. Mais les pères peuvent autant s'impliquer dans notre société. Mais il ne faut pas oublier aussi de leur laisser de la place. Oui, il y a ça, exactement. Parce que souvent, on veut aussi tout prendre, avoir le contrôle sur tout, mais il y a certaines fois où on leur donne pas assez de place. Puis c'est vrai. C'est exactement. Tout à fait. C'est vrai. C'est apprendre à prendre un pas de recul, ce qui n'est pas toujours facile non plus. C'est facile de rester avoir la tête dans l'eau, puis la tête dans le sable, comme j'appelle, faire l'autruche. Mais des fois, il faut prendre le temps de ralentir puis regarder notre environnement autour de nous pour comprendre ce qui se passe. Parce que, tu sais, quand on vit dans des relations toxiques, que ce soit n'importe quelle forme de violence, que ce soit la violence conjugale, la violence au niveau des amitiés, la violence familiale, la violence, on en retrouve partout dans notre société. Puis il y a plein de types de violence. Il y a la violence sexuelle, il y a la violence qui va être verbale, il y a la violence physique. Mais pour se sortir de ça, il faut être capable de le réaliser qu'on en vit, peu importe ce que c'est, puis peu importe avec qui. Parce que la violence, c'est pas juste des violences conjugales. Il y a la violence avec des amitiés. Il y a des gens qui t'envient, il y a des gens qui veulent plus. Puis il y a des gens qui c'est correct quand t'es une personne comme moi, qui est super sociable, qui aime tout le monde, qui est pétillante. Ben au fond, je m'empêchais d'être moi. J'étais toujours celle que, j'étais comme la faire valoir. Tu sais, j'allais avec mon monde parce que je pensais à tout le monde sauf à moi, puis je m'oubliais. Ça a toujours été ça, ma vie. Là. Fait que c'est d'apprendre à me prioriser puis à mettre les choses en place pour que moi, je sois enfin heureuse. Tu sais. Moi, j'ai une question. Quand tu as commencé à consulter avec la psychologue, puis que vous aviez venu à la conclusion que, vu que c'est un petit garçon, c'était comme, comment tu reçois ça? Comment que tu vis ça? Je le vis très mal. Je me sens vraiment coupable. Puis, je me remets beaucoup en question. Je me dis... en fait, j'ai jamais pensé que ça pouvait être possible. Fait que j'ai déjà le sentiment de culpabilité de mon bébé. C'est le mien, mais je suis pas capable de l'aimer à la hauteur que je devrais l'aimer. Fait que je le vis mal, mais je me dis...
ben ça fait un sens. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas réglées dans mon passé. Puis c'est là que je prends le temps de m'arrêter puis de me dire que là, je dois vraiment me guérir puis je dois aller où ça fait mal, ce qui veut dire l'abandon de mon père, puis je dois comprendre, puis je dois apprendre à pardonner à ma mère. Fait que là, je suis là-dedans. Tu sais, je suis en train de devenir mère, mais je réalise que ma mère est pas méchante puis qu'elle a fait son possible avec ce qu'elle pouvait. Là. On se rappelle qu'elle était toute seule, elle avait une maison, 2 enfants. C'est ça. Avec les jugements de la société parce qu'elle avait 2 pères différents, puis elle travaillait dans l'éducation. Là. Fait que ça me donne le moment de m'arrêter, de pardonner à mon père aussi. Mais ça, c'est un sujet tabou. T'sais. Moi et ma mère, on est très proches, mais on va jamais parler de mon père. Puis mon père, ben vice-versa. Okay. Mais ça m'a permis de vraiment tout revoir, puis de mieux comprendre que là, c'était quoi, mettons, la base, c'était quoi la Caroline 2.0 je veux devenir. Fait que là, mettons, j'ai peut-être 25 ans. Il y en a une qui roule. Mais l'autre, elle roule. L'autre, elle roule. OK, mais c'est correct, c'est pas grave. Hey, je vais prendre une gorgée. Oui, vas-y. Non, mais c'est pas grave. Il y a sûrement plus de place. Non, mais c'est très pertinent. Exact. Oui, ça se tient bien. Oui. OK, parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ce qui fait en sorte que... je t'ai rendu où? Ben, ton père, c'est tabou à la maison. Oui, c'est ça. Puis là, je réalise que dans le fond, ben toute part de mon enfance, oui. Puis ce qui m'a empêché de bien grandir puis de bien le vivre. Tu sais, ma mère, elle a été chercher des ressources tout le temps. Mais quand on devient une adolescente, on cherche énormément. Moi, j'ai cherché la confrontation avec ma mère. Tu sais, je veux pas dire que j'ai été chercher la confrontation avec elle. Puis, au lieu d'aller chercher du réconfort puis de mettre des mots puis de verbaliser comment je me sentais, moi, les mots, c'était de la nourriture. C'est que j'avalais mes mots. Je les mettais au plus profond de moi-même parce que la nourriture, c'était jouissif. Ça me permettait, sur le coup, de me soulager. C'est ça. C'est de même que j'ai perdu le contrôle. Ça passait. Tu le faisais descendre. Exact. Ça passait. Hey, je me rappelle, là, c'est terrible. Je me cachais pour manger chez nous. Ma mère, elle me chicanait, là, puis je me cachais, je me réveillais la nuit. C'était maladif. Là. Est-ce qu'après ça, il y avait un vomissement? Est-ce que tu te faisais vomir? Parle-moi un petit peu de cette maladie-là qui est inconnue pour moi un petit peu. Ben, en fait, l'hyperphagie, on se fait pas vomir. Okay. L'hyperphagie, c'est qu'on va manger nos émotions. Okay. Fait qu'on va manger sans fond. Mais on a mal au cœur, mais on va quand même se forcer à manger, là, en avoir l'impression qu'on va mourir tellement que ça fait mal, tellement qu'on a mangé. Là. C'est vraiment, c'est horrible. Est-ce que, moi, j'ai déjà entendu que ça vous procure comme un plaisir, comme quand tu sens la nourriture descendre en toi. Est-ce que ça te procure comme un sentiment de bien-être à chaque fois? Je pourrais même pas l'exprimer. Je te dirais que je mangeais, puis je savais, à un certain point, à un moment donné, je savais que j'étais en train de me faire très, très mal. Mais ce mal-là, c'est maladif de dire comme ça, si j'ai l'air psychopathe, là, mais ce mal-là m'apaisait mon mal. Ben, tu sais, c'est une sorte de mutilation. Oui, exactement. C'est comme... oui, c'est carrément ça. Ben, c'est physique. Puis je le savais, là, que j'allais prendre du poids. Puis je le voyais, mon poids monter, là. Puis là, dans le jour, ben, je m'empêchais de manger parce que je me faisais intimider. Oui. Tu sais, mais il y avait quand même on va dire ça comme ça, un plaisir à court terme. Là, oui, une satisfaction. Oui, c'est ça. C'est un plaisir à court terme, mais qui est à répéter tout le temps. Exactement. Comme quand on va manger un McDo parce qu'on a juste envie de le manger, mais après, on sait que ça sert à rien. Exactement, ça sert complètement à rien. Mais toi, c'était constant. Mais moi, c'était constant. C'est ça. Puis après ça, j'allais faire des régimes. Puis là, tu sais, le marché, pour moi, là, quand on est moindrement ronde, là, on se fait sous-exploiter. Là. Des messages, on en reçoit. J'ai la solution pour toi parfaite. Moi, je vais te trouver la solution. Tu vas perdre du poids. Puis tu sais, l'image de la société aussi, de la femme, là, tu sais, on n'en parle jamais assez, je pense. Là, l'image des magazines, la petite fille parfaite avec son bikini, puis pas de cellulite. Puis après ça, tu as l'image de la maman parfaite aussi, là, maintenant, là, qu'on projette beaucoup. Oui. Là. Dans ce temps-là, quand tu étais jeune, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Non. C'est ça. Hey, dans le temps, c'était MSN. C'est ça. Puis on se disait qu'on allait s'écrire. C'est ça. Fait qu'au moins, tu n'as pas eu les gemmes que tu aurais. Par chance. Tu n'es pas dévoilé sur les réseaux. Non. Puis honnêtement, par chance, je ne sais même pas, puis je serais curieuse de savoir l'impact dans une vie d'une jeune fille qui est intimidée. Maintenant, ça doit être atroce. Parce que moi, ça s'arrêtait. Exact. J'arrivais chez moi,
Le mal, il s'arrêtait. J'avais mal parce qu'on dit souvent que les écrits restent, mais ça s'arrêtait. J'imagine pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui se connecte, qui voit des images, des mots dénigrants. Mais j'en ai reçu, tu sais, même encore avec ma perte de poids, j'en ai reçu des c'est facile, on sait bien. Tu as été victime de grossophobie aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, mais tu as été victime de ça. Tu as eu des mots, même en l'âge adulte. Même enceinte, même en accouchant, je me suis fait dire que j'étais trop grosse pour avoir des enfants. L'épidurale, la deuxième fois à Jayden, j'étais rendue quand même très corpulente. Là, je me le cache pas. Jayden, j'ai accouché, j'étais rendue à 310 livres quand même. Là. Puis l'anesthésiste, je me rappelle, là, il m'avait dit que malheureusement, ça fonctionnerait pas. Il me piquait à 4 reprises. Puis la deuxième fois, j'ai dit arrête, ça fait trop mal. Parce que moi, je sentais des chocs dans mon dos. Puis il me disait, c'est parce que t'es trop corpulente, tu sais. Si t'es trop grosse, c'est carrément ça, t'es trop grosse, j'y arrive pas. Fait que, tu sais, est-ce que c'est méchant de sa part? Je pense pas. Je pense pas que c'est mal intentionné, avec un pas de recul. Mais là, toi, t'es en souffrance, là. T'es en grande souffrance, puis t'as de la détresse parce que t'es en train d'accoucher. Puis on me dit, comme t'es grosse, place-toi comme ça, je vais tenir tes jambes, je vais faire ci. Fait que encore là, ça te ramène. Ben, je suis prisonnière de ma vie, je suis prisonnière de mon corps. Toi, ton corps, est-ce que tu l'aimais quand même? Tu sais, comme les autres, ils l'aimaient pas, tu l'entendais, mais toi, comment tu te sentais dans ton corps? Mais c'est ça qui est mitigé. Encore aujourd'hui, je suis pas capable de te répondre à 100%. Je pense qu'à une certaine époque, j'ai quand même aimé mon corps, mais je pense aussi que la vérité, c'est que je me forçais à aimer mon corps. Est-ce que c'est parce que... Puis tu sais, ça n'enlève pas les choix à tout le monde. Là. Tu peux être grosse, puis t'aimer, puis te trouver tellement belle. Puis moi, je pense que peu importe ton corps, peu importe ta forme, c'est normal puis louable qu'on s'aime puis qu'on se trouve belle. Puis c'est ça qu'on devrait, en tant que femme, s'encourager. Parce que ton poids ne définit pas la personne que tu es. Ton poids, c'est une image corporelle, malheureusement, que la société nous inculque à aller beaucoup dans tout ce qui est esthétique puis le faire valoir. Mais je pense qu'une partie de moi s'aimait. J'acceptais certaines rondeurs. Mais je me sentais prisonnière parce que la vérité, c'est pas mon poids qui me dérangeait, c'était ce qui m'empêchait de faire. Fait que, tu sais, aussi banal qu'attacher mes souliers, à la fin, on se rappelle, je pesais 360 livres. Attacher ses souliers, quand tu mesures 5 et 5 puis tu pèses 360 livres, ça commence à être difficile. Monter les marches, puis là, c'est sans jugement là, que je dis ça. C'est mon vécu à moi. Monter les marches, t'es essoufflé. Là. Puis, tu sais, on se rappelle que je suis technicienne en service de garde. J'administre un service de garde avec 35 éducateurs, éducatrices, des urgences dans les écoles. J'ai une grosse école à gérer. Courir avec des petits talons hauts parce qu'on est habillé en administration, c'est pas évident. Non, c'est ça. Fait que c'était toute ma qualité de vie. Puis encore là, mon rôle, ce que j'aimais le plus faire, c'est là, je commençais à être carriériste, mais j'ai aussi mes enfants. Courir avec eux, jouer à tag, jouer à cachette sans être essoufflé. C'est toutes des choses que je me disais, ça fait pas de sens. Je peux pas croire que j'aspire à continuer à aller comme ça parce que c'est la mort qui va m'attendre. Tu sais, je commençais à avoir des problèmes cardiaques. Tu sais, moi, je suis née avec un souffle au cœur. Fait que forcément, j'ai commencé à faire de la haute pression. Là, le diabète, j'étais limite d'enfer. J'avais 2 grossesses, fait que j'étais à risque. J'ai toujours dansé. J'ai arrêté de danser. Je faisais plus rien. J'étais une maman. Je travaillais, mais trop boulot de dos. C'est ça. Donc là, je me cherchais vraiment beaucoup. Fait qu'après Jayden, il y avait peut-être 5 mois, j'ai fait la demande d'avoir une chirurgie bariatrique. Mais je me suis dit que c'est pas vrai que je vais faire la chirurgie bariatrique si je me prouve pas une dernière fois que je suis vraiment pas capable de le faire par moi-même. Puis c'est pas un manque de motivation. Là c'est quoi qui se passe puis comment je peux régler mes problèmes. Parce que tu avais déjà commencé un cheminement personnel, intérieur. Puis je pense que pour la chirurgie bariatrique, on n'a comme pas le choix de passer par là. On n'a pas le choix de passer par là. Mais il faut aussi qu'on ait une perte de poids avant. Corrige-moi si... Oui, dans le fond, quand je me suis inscrite, j'ai dit mon poids. Fait que ça veut dire que je me suis inscrite, j'étais à 340 livres. Puis là, ils te demandent de ne pas engraisser. Tu maintiennes au minimalement ton poids. Mais ils ne t'appellent pas tout de suite. Là. Moi, ça a pris 2 ans. Mon fils est né en 2020. En 2022, on a commencé les procédures. Ça fait pas longtemps. Puis c'était avec la COVID. Là. On s'entend, on se rappellera.
c'est la fin de la COVID. Fait que finalement, ils m'ont appelé en 2022, mais le temps que je me fasse opérer, je me suis pas fait opérer avant février 2024. Oh. Mais moi, en traversant en 2021, mon gars avait même, tu sais, il venait d'avoir 1 an, j'avais décidé de voir une nutritionniste. Ouais. Puis là, je voulais corriger mon hyperphagie. Je me suis dit, on va passer par là, on va comprendre ta souffrance, puis on va la transformer pour que ça devienne ma force, Oui. mon pilier pour m'en sortir. Ouais. Parce que j'ai beau faire n'importe quel plan alimentaire, n'importe quel régime, n'importe quel entraînement, si je corrige pas ça, je vais retomber forcément. Là. Oui. Parce que c'est ce qui se passe depuis que je suis toute petite. Oui. Je succombe, je retombe, je guéris rien. C'est toujours des plasters, des placebos. Ouais. Donc là, pendant 1 an, j'ai consulté une nutritionniste. Puis là, c'était vraiment pas un plan nutritionnel. Oui, elle m'a appelé à comment bien répartir une assiette, comment y aller dans l'équilibre. Puis c'est ce qui a fait changer ma vie parce que j'ai compris que ma souffrance, je la mangeais. Oui. Puis là, je devais trouver une autre façon d'évacuer ma souffrance. OK. Je devais soit écrire, mettre des mots sur comment je me sentais, recommencer à danser, bouger. Mais moi, j'ai toujours aimé bouger, mais on va se le dire, plus tu fais de l'embonpoint, plus ça devient difficile. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu es devenu sédentaire? Ah, j'étais rendue sédentaire. Là. Mon rôle de mère, tu sais, je suis honnête là, avec moi-même au début. Là, mes enfants étaient bébés, c'était facile, mais quand ma fille elle a commencé à avoir 20 mois, elle courait partout, je trouvais ça difficile. Là. Mais ça m'a jamais empêché, par contre. J'y suivais partout, j'ai toujours tout fait, mais avec une souffrance, là, une lourdeur. Aller aux pommes, fait chaud, t'as tout le temps chaud. L'été, tu sues sans arrêt. Puis le monde te trouve drôle, te regarde parce que tu parles. Moi, j'aime ça parler, là, sans bon sens, j'arrête pas une répit, mais puis j'aime faire rire les gens. Mais là, tu parles puis tu manques de souffle. Là. Tout devient oppressant. Là. Le monde trouve ça drôle, là, mais c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle quand t'es rendu que t'es plus capable de t'exprimer. Puis là, t'as les enfants aussi. Je me dis, c'est ça le mode que je veux leur donner? On mangeait bien, mais je mangeais des trop grandes portions, assurément. Puis, ben, j'arrivais plus à faire de sport. Moi, mes enfants, ils vont grandir là-dedans. Puis c'est correct pour ceux qui le font, ça leur appartient. Mais moi, j'étais pas bien là-dedans. Moi, c'était pas comme ça. Je voulais rire avec mes enfants, je voulais courir avec eux, je voulais leur montrer qu'être actif, c'est important. Devenir un peu plus nomade, là, de prendre le temps de bouger, prendre le temps de bien manger. Puis tout est dans la planification, on va se le dire. Là. Pour éviter la surcharge, c'est de prendre un moment pour mieux planifier, mieux s'arrêter. C'est vrai. C'est m'inspire beaucoup. Hein? Ça m'inspire beaucoup. Mais tu sais, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Quand on a déjà une charge, toi, est-ce que tu as trouvé ça difficile de discipliner à te reprendre en main? Parce que si une discipline, bien manger, aller faire les commissions pour bien manger, préparer tes repas, recommencer à bouger, puis penser à toi. Ouais, parce que là, est-ce que c'est ça que tu as fait? T'as-tu recommencé à danser à ce moment-là? J'ai recommencé de pas danser parce que j'avais bien trop honte. J'ai recommencé à bouger. Puis là, je m'avais inscrit à une plateforme en ligne. Puis j'ai commencé à m'entraîner. Puis là, j'ai vu des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux parce que là, tu sais, là, on a les réseaux sociaux maintenant. Fait que là, mon fils avait à peu près 1 an et demi. Là, j'ai commencé à montrer que c'était possible. J'ai commencé à avoir des gens qui m'ont suivi, qui m'ont regardé. Puis on dirait que ça m'encourageait. Je me suis dit, OK, non. Là, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais y arriver. Peu importe le chemin, peu importe le temps que ça va prendre, je vais y arriver. Je vais finir par être heureuse. Ça m'a comme donné l'espoir. Exactement. L'espoir que c'était pas juste aux autres, puis que c'était mon tour, moi aussi, de rayonner, puis d'être capable de, tu sais, comme éclore, tu sais, la petite graine qui sème, puis qui commence tranquillement à avoir des petits bourgeons. C'est comme ça que je me suis sentie. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Je peux devenir une meilleure personne, puis peut-être que ça va inspirer d'autres femmes, tu sais. À se prendre en main, puis à y croire. Parce que les autres ont beau croire en toi, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Puis il y a des journées qui sont vraiment difficiles. Puis si tu ne crois pas en toi, tu vas abandonner. Forcément, tu vas abandonner. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu as eu le goût d'abandonner? Est-ce que pendant ton parcours, tu as abandonné ou tu n'as jamais abandonné? Dans ce parcours-là, depuis 2022, j'ai toujours décidé de me choisir, mais je me suis abandonnée côté, mettons, amoureusement. J'ai décidé, parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. Fait que j'ai décidé d'être une mère. J'étais plus la femme, j'étais plus un couple, j'étais une mère en mode survie. Je voulais changer pour mes enfants. Fait que j'ai commencé à perdre du poids par moi-même. C'est ça? Avant la chirurgie? Exactement. Commencé avec la nutritionniste et la constance? Oui. Puis dans le fond, là, je m'entraînais de la maison, je mangeais mieux. Puis j'ai eu l'appel. OK.
moi, je sais que mon dernier poids, c'était 360 livres. Donc là, quand j'ai eu l'appel, ça a été un autre. Là, je passerai jamais. J'étais à 340 livres il y a 2 ans. Ça fonctionne pas parce que il me l'avait dit, si je prenais du poids, je montrais pas ma détermination. Ouais. Donc là, il me voyait dans 3 mois. Là, il faut vraiment que je perde un bon 20 livres. Fait que là, ça l'a encore plus Ça t'a motivé. germé en moi, ça m'a motivé. Fait que là, je me suis vraiment plus mis à le faire. Puis tu vois, eux, dans leur archive, là, je pesais 335 livres. Fait que j'ai réussi à perdre 25 livres par moi-même en 3 mois, avec beaucoup de discipline. Et là, j'ai commencé le processus. Mais le processus, t'es sur le qui-vive. Parce que tu le sais pas que ça va prendre combien de temps. Et puis t'as le jugement des autres. Ah, c'est ça, on le sait bien, ça va être facile. Tu choisis la solution facile, Caroline, t'abandonnes. Fait que là, tu te remets en question au travers du processus. Tu te dis, est-ce que je le fais? Puis là, les craintes, il y en a qui ont la chirurgie puis que ça n'a pas été un succès. Non. Il y en a d'autres qui l'ont, mais qui n'ont pas changé leur habitude alimentaire. Fait qu'ils vont encore avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Ils vont revenir au point de départ. Là, tu fais quoi? Tu regardes les réseaux sociaux puis c'est un fléau puis tu écoutes ce que tout le monde dit ou tu prends une décision pour toi? Là, moi, je me suis arrêtée puis je me suis dit, tu sais quoi? Je vais continuer à perdre du poids. Je vais continuer à travailler sur moi. Puis quand je vais avoir l'appel, si je suis prête, je vais le faire. Si je suis pas prête, je vais abandonner puis je le ferai autrement, mais je vais y arriver. C'est ce qui est arrivé. 1 an plus tard, on a fait des procédures. C'est censé durer 1 an. Ça a duré comme 1 an, 4 mois. Là, j'ai finalement eu ma chirurgie. À quel mois, quelle année? Le 29, une année bisexuelle. Le 29 février 2024. Donc là, j'ai eu ma chirurgie. Puis quand j'ai ma chirurgie, je me dis, là, c'est ma 2e vie. Là, c'est à partir de maintenant que j'ai le pouvoir de reprendre le contrôle sur ma vie. Puis je me rappelle parce qu'ils te disent qu'il y a des risques. Là. On s'entend, ça reste une opération, puis il y a des risques qui t'endorment. Il y a des risques que tu te réveilles pas. Ils sont faibles, mais il y en a quand même, puis il faut être conscient. Donc là, moi, tout ce que je demande, c'est dans ma tête, là, je me parle beaucoup parce que je suis quand même très spirituelle. Fait que je me dis, écoute, la vie va décider pour moi. J'ai 2 jeunes enfants, j'aimerais ça rester à la vie, mais la vie va décider pour moi ce qui est le mieux. Puis je suis prête à changer. Après tout ce que j'ai vécu, là, je suis prête. Je me sens prête à accepter. Puis je ne veux plus jamais accepter l'inévitable. Puis je veux plus accepter de subir ma vie. Je veux la changer. Fait que je me suis réveillée puis avec cette mentalité-là. C'est comme si j'avais fait un reset sur tout ce que j'avais vécu, tout le mal qu'on m'avait fait. Puis forcément, je suis pas parfaite. Moi aussi, j'en ai fait du mal. Là. Puis c'est aussi ça, s'avouer quand on chemine, c'est d'avouer que oui, j'ai eu des relations toxiques, mais j'y ai contribué aussi. Parce que la violence, c'est insidieux. Puis à force d'en subir, ben on devient l'auteur aussi de sa propre violence. Puis on se fait notre propre prison aussi. Là. Donc, ça devient un mécanisme de défense. Assurément, ça change ta vie, la violence. Donc, je me suis réveillée, puis j'avais la ferme intention de quitter mon conjoint, le père de mes enfants. Et je savais que j'étais plus heureuse dans cette relation-là. Et puis, je devais sortir de cette prison dorée-là. Fait que oui, on avait une belle vie aux yeux des autres. Puis c'est un peu ça qui a comme éclaté quand on s'est séparés, tu sais. Mais au final, on n'était pas heureux ensemble. Mais là, vous aviez une maison ensemble. Toi, t'es partie avec les enfants dans un appartement. T'as refait ta vie comme plus modeste, plus cocon, famille avec les enfants? Ben dans le fond, au début, je suis allée vivre chez ma mère. Avec les enfants. Exactement. Puis là, on est allé en médiation. Tu sais, comme, on a vraiment essayé de bien collaborer. Malheureusement, arrivera ce qui arrivera, ça finit en tribunal. Et là, on est rendu en garde partagée. Mais je vous dirais que pendant 1 an et demi, jusqu'à septembre dernier, c'est moi qui les avais temps plein. Puis lui, il les voyait une fin de semaine sur 2. Puis là, dans le fond, j'ai dû apprendre à vivre sans mes enfants depuis septembre. Fait que c'est sûr que dans toute cette transformation-là, parce qu'on va se le dire, là, et pour les gens qui me connaissent pas, j'ai perdu 170 livres depuis le 29 février 2024. Donc, je me sépare, même pas un mois. Tu sais, j'ai eu ma chirurgie, j'attends 1 mois. Après même pas 1 mois, je me sépare. Je suis en perte de poids. J'essaie de me reconnecter avec moi-même, de m'aimer, de me valoriser, mais je suis au plus bas. Tu sais, je suis vraiment faible. La vérité, c'est que je suis très faible, mais je veux pas abandonner. Puis j'ai un devoir de me dire que je dois le faire pour mes enfants. Puis mes enfants ont pas à subir une vie parce que forcément, tu sais,
on chicanait souvent, moi puis mon ex. C'était pas un climat favorable pour eux. Fait que j'ai compris que de survivre puis de rester dans cette relation-là jusqu'à leur majorité, c'était pas le bon choix à faire. Okay. Mais c'est difficile en tant que femme de porter ce fardeau-là. D'avoir l'impression que tu gâches ta famille, tu détruis tout sur ton passage. Là. Parce que moi, je me rappelle de ma fille qui avait 5 ans, qui pleure puis qui me dit... Maman, c'est le pire cauchemar de toute ma vie. Tu sais, le cauchemar là, que je t'avais raconté, un papa, une maman, 2 maisons, mais c'est le pire cauchemar que tu me fais vivre aujourd'hui. Mais c'est de prendre ça puis de dire, peut-être qu'aujourd'hui, dans ta tête d'enfant de 5 ans, c'est ton pire cauchemar, mais je vais te protéger au travers de tout ça. Tu vas avoir une meilleure maman puis tu vas avoir un meilleur papa parce qu'ensemble, on n'a peut-être pas réussi notre couple, mais on va réussir à être de meilleurs parents. Est-ce que la collaboration est comme j'aimerais? Non. J'aimerais beaucoup vous dire que oui, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, ben je le pardonne aujourd'hui. J'arrive à le pardonner, j'arrive à avancer parce que j'ai décidé de me choisir, parce que j'ai décidé de choisir mes enfants, puis que je veux apprendre à ma fille que de se respecter en tant que femme, c'est vraiment important. Puis je veux qu'elle grandisse avec un modèle. Puis je veux que mon garçon comprenne que les femmes, on en prend soin. Puis qu'on peut s'aimer autrement. Fait que notre relation peut marcher, mais j'accepte. Maintenant, dans tous les scénarios, je lui dis pas, mais je sais que c'est un meilleur père. Il est très présent maintenant pour ses enfants. Il aura fallu tout ça pour au final, ben les deux, on est 2 meilleures personnes, je crois. Puis c'est un père qui est plus impliqué. Maintenant, la semaine qu'il a, il va aller au sport, il est inscrit au hockey, il s'implique. Puis moi, la semaine que j'ai ben je m'implique à ma façon. Mais ça a été difficile pour moi, la coupure, parce que je pense qu'en tant que mère, puis je pense que n'importe quelle mère va comprendre, que d'apprendre à vivre du jour au lendemain sans tes enfants, 1 semaine sur 2, c'est une souffrance. Le soir, tu ouvres la porte de leur chambre, la petite chambre est vide, les enfants sont pas là, les jouets qui traînent encore. Tu dois réapprendre, puis en tant que femme, tu te demandes quitter. Tu sais, encore là, moi, j'étais en évolution. Fait que tu sais, un peu à ta question, est-ce que tu as eu envie d'abandonner? Ben moi, cet été, j'ai eu envie d'abandonner. Je me suis dit, j'avais perdu peut-être 150 livres. Je me suis dit, je suis rendue à 150 livres, mais j'ai plus mes enfants. 1 semaine sur 2. Je fais quoi? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je les protège? Est-ce qu'ils sont heureux? Parce que là, t'as pas de contrôle. T'es pas présente. Puis là, il faut que tu lâches prise. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est la pire chose, ma séparation qui m'est arrivée, mais c'est moi qui l'ai décidé. Mais c'est aussi la plus belle chose de toute ma vie. Parce que sans cette épreuve-là, je serais pas la femme que je suis maintenant. Fait que oui, ça a été ma plus belle relation dans le passé, mais la pire. En même temps. Exact. Parce que c'est ma plus belle, parce qu'il me donnait ce que j'ai le plus précieux maintenant, mes enfants. Fait que c'est là-dessus que je me dis, dans la vie, tu as toujours 2 choix. Tu peux vivre dans le passé, puis te dire que ta vie est pas belle, puis elle est pas ce que tu aimerais. Ou tu peux aspirer à plus, puis transformer ta vie pour qu'elle soit comme tu voudrais qu'elle soit. Puis moi, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Puis c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Que tu peux décider d'aller mieux, tu peux travailler sur toi, puis tu peux te permettre d'être la personne que tu as toujours voulu être. T'es pas obligé d'avoir des chaînes puis de te sentir prisonnière de la société. Tu peux te choisir, puis faire les bons choix. Ça veut pas dire que ce que toi, tu vas faire va rendre heureux l'autre, mais toi, tu as le contrôle sur ton propre bonheur, puis c'est ça qui est important. Parce que quand tu veux avoir le contrôle sur le bonheur des autres, ben tu t'oublies forcément. Puis tout le monde va être heureux, mais toi, tu seras pas heureuse. Exact. Mais tu es contente au final parce que tu te dis que ton bonheur est au travers des autres. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. On va se dire la vérité, c'est que t'aimes faire plaisir aux autres, t'aimes être reconnue de cette façon-là parce que tu te sens reconnue puis tu te sens vivante. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vivre autrement. Fait que oui, je vais penser aux autres, mais je vais être un peu plus égoïste puis je vais me permettre de penser à moi aussi dans mes choix. Puis, comment tu vis maintenant? Ben, maintenant, tu vois, je suis en plein changement. C'est sûr que toute cette évolution-là m'a amenée à revoir ma vie au complet. Je suis plus carriériste. Tu sais, j'ai les enfants 1 semaine sur 2. Donc, c'est sûr que j'ai développé des projets personnels. J'ai réalisé qu'avec ma grande perte de poids là, de 170 livres, tu sais, j'aime beaucoup m'entraîner. Là, je m'entraîne depuis 2 ans excessivement. Là. Il y en a qui trouvent ça trop intense. Mais moi, c'est devenu mon mode de vie. Ça a comme été un peu ma guérison. L'entraînement, là, c'est ce qui m'a vraiment aidé à aller de l'avant. L'entraînement l'aide
l'aide autour de nous, nos amis proches, tu sais, les vrais amis, là, pas juste qui sont là quand ça compte pas, mais ceux qui sont vraiment là quand ça compte. Et puis ma mère, là, heureusement, une chance que j'ai ma mère dans cette histoire-là parce qu'elle m'a vraiment soutenue. Elle a été là quand ça a été vraiment difficile financièrement parce qu'on va se le dire, là, j'avais une maison, je devais tout reconstruire du jour au lendemain, tout me rééquiper, recommencer. Je suis allée en appart. Tu sais, je suis pas restée longtemps chez ma mère. Là. Je suis restée même pas 2 mois. Là. Je suis allée en appart. J'ai tout perdu une deuxième fois parce que j'ai eu un refoulement d'égout. Ça faisait même pas 1 mois et demi que j'étais déménagée. Je me reconstruis encore. Fait que, tu sais, des fois, on a des obstacles puis on se dit, là, ça va-tu arrêter? Ça va-tu arrêter? Mais tu comprends pas puis tu penses que la vie s'acharne sur toi. Oui. Mais encore là, tu te dis, est-ce que je suis une victime de ma vie ou je choisis d'être une battante puis d'avancer? Oui. Mais moi, je veux être une guerrière. Moi, je veux avancer puis je veux montrer que c'est possible. Oui. Fait que tu peux vivre les pires choses au monde, mais il faut que tu saches te relever. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Je venais de déménager. J'ai déménagé chez ma mère. J'ai recherché un appart. Ma mère a dit non, reste chez moi. Je dis non, c'est pas vrai que j'ai 2 enfants puis je vais rester chez ma mère. Oui. Je vais repartir en appartement parce que j'ai pas les moyens d'avoir une maison pour le moment, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je me suis reconstruite tranquillement. Puis tu vois, maintenant, non seulement je m'entraîne depuis 2 ans, mais c'est rendu que je donne des cours de groupe à des femmes, des hommes. J'aspire à inspirer. Dans le fond, je veux juste transmettre ma joie de vivre puis de montrer que c'est possible, de pas s'oublier. Puis on joint l'utile à l'agréable parce que malgré le fait que j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, les enfants peuvent venir à mes cours, les enfants des autres femmes, hommes peuvent venir à nos cours. Wow. Fait qu'on offre comme un espace où vraiment tout le monde est les bienvenus. J'essaie de trouver, parce que c'est pas l'idéal, on va se le dire, dans une perte de poids ou dans un maintien, comme tu dis, avec l'équilibre familial. C'est pas vrai que ça me tente tout le temps d'aller m'entraîner la semaine que j'ai pas mes enfants puis de me lever à 4 heures du matin. Ouais. C'est pas facile à faire comme choix. Mais je sais que si je le fais, je me sens mieux après. Fait que c'est un sacrifice. Tu sais, je sacrifie un peu mon sommeil pour aller m'entraîner. Puis il y a des semaines que j'ai des enfants, puis la surcharge fait en sorte que je vais donner 2 cours de groupe, puis je vais m'entraîner 2 fois à la maison. Parce que c'est ça la réalité aussi d'une vie de maman. On peut pas tout faire en même temps. Mais tu choisis, exact. De le mettre dans ton horaire. Exact, oui. Oui, je le choisis tout le temps parce que si je me néglige, moi, ça nuit à ma santé mentale. Moi, le sport, bouger, ça me permet de me sentir bien, ça me permet de me sentir vivante, ça canalise mon anxiété, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je suis aussi médicamentée maintenant pour l'anxiété, là, puis j'ai pas peur de le dire. Je suis allée chercher l'aide nécessaire, là. Mais ça m'a pris du temps à l'accepter. Je voulais pas. Puis toi, est-ce que le sport, c'est nouveau dans ta vie adulte ou tu étais comme ça aussi plus jeune? En fait, plus jeune, je faisais juste des cours de danse. J'aspirais à être une sportive, mais je me laissais pas la chance. Parce que, dans le fond, je pense que j'avais peur du jugement. Vu que j'étais un peu au début toutoune, je me disais que c'était mal vu. Puis j'allais être jugée parce que je faisais de l'as, parce que c'était difficile. Là, les cross-country étaient difficiles. Tout était tout le temps difficile. Donc, puis je me sentais tout le temps jugée, observée. Ça m'a pas donné envie de le faire. Mais avec un pas de recul, maintenant, je réalise que je me suis toujours décrite comme une femme artistique, mais je réalise que je suis autant sportive. Là. Je carbure, j'ai de la misère à rester en place. J'ai besoin d'aller courir dehors, j'ai besoin d'aller faire des hiking avec mes amis, d'aller au gym, donner des cours de groupe. J'ai besoin de canaliser mon énergie. Puis, comment tu te sens aujourd'hui dans ton corps? Est-ce que tu sens que ton corps te sert maintenant? Bien, assurément que je me sens mieux dans mon corps. Oui. C'est pas parfait. Tu sais, on va être honnête, là, je vis encore de la dysmorphie. La dysmorphie. Fait que dans le fond, la dysmorphie, c'est de se voir encore énorme. OK. Fait que, tu sais, des fois, je vais me regarder dans le miroir puis je me vois encore à 360 livres. Mais après ça, je reprends puis je me dis, là, est-ce que tu penses, mais au final, tu le vois, là, tu mets du linge large et non du linge 3X puis 4X. Là, il y a une grosse différence. On parle tantôt, tu demandais, est-ce que je m'aimais quand j'étais grosse? Ben, ce que j'aimais, c'était que ma peau était ferme. Oui, c'est ça. Là, maintenant, j'ai tellement perdu de poids que j'ai beau m'entraîner, forcément, je vais devoir avoir des chirurgies esthétiques là, au niveau du ventre. Okay. J'ai un bon amassis de peau, on va se le dire. Fait que c'est d'apprendre à vivre avec la peau. Parce que quand tu cours puis t'es ronde, ben ton ventre, il fait pas cloc-cloc. Là, tu cours puis t'as de la peau. Ça revole partout. Là. Tu te mets un beau petit legging serré. Puis, mais c'est malaisant pareil. Là. Ça cause d'autres inconforts. Ben exactement. Là. Donc, tu sais,
c'est là que je réalise que oui, je suis très heureuse puis j'accepte mon corps, mais je réalise que je serai jamais, je pense que je suis un éternel, pas insatisfaite, mais trop sévère avec moi-même. Fait que ça crée des insatisfactions. Oui. Puis je dois apprendre à gérer de ça, puis à me dire que je dois être fière de par où je suis commencée. Oui. Puis je suis un modèle, je crois, pour mes enfants. Tu sais, mes enfants, mon fils, il avait 2 ans quand j'ai commencé à perdre du poids, puis il m'en parle encore. Tu sais, maman, quand t'étais big, il dit maintenant, t'es rendue toute petite. Il dit, t'as un mini-ventre, mais il dit, il y a plus de peau, hein. Mais c'est ça. tu sais, j'apprends à vivre avec, puis les enfants, c'est rendu que je cours avec eux. Je peux me dire, maman, maintenant, tu cours plus vite que nous. Là. C'est nous qui avons de la misère à te suivre. Fait que pour moi, je suis contente. Pour moi, c'est ma réussite. C'est une belle accomplissement de Exact. C'est des petites réussites au quotidien maintenant. Mais oui, là, c'est forcément. exactement ça. Puis est-ce que tu es encore suivie psychologiquement? Je pense qu'être suivi psychologiquement, c'est pas tabou. Puis je pense que c'est pour la vie. Oui. Ça me fait du bien. C'est comme un métier, une routine. Je te comprends. Tu sais, là, j'ai pas vu ma psychologue récemment, mais c'est sûr que je vais y retourner parce que je pense qu'on néglige ce côté-là. Oui, mais ça fait du bien de se confier à quelqu'un sans. Il y a des choses, des fois, même si on a des amis exceptionnels qu'on n'a pas envie de partager ou qu'on pense que c'est normal aussi de vivre, puis qu'on réalise en parlant avec des spécialistes que c'est pas nécessairement normal. C'est ça. Puis qu'il y a une manière de vivre autrement. Là. Oui, d'avoir l'avis d'un spécialiste aussi. Exact. Parce que ton ami peut peut-être pas te conseiller le même conseil que le spécialiste au moment où tu en as besoin. Exact. Je pense que c'est pour la vie, là, ces gens-là sont extraordinaires. Ben, c'est exactement. Oui. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Là. Le but, c'est de travailler sur soi et puis de le faire pour soi. Puis ça, je vais t'annoncer là-dessus, mais je vais toujours le dire, c'est vraiment important de le faire pour soi. Du moment que ma perte de poids, j'ai décidé que c'était pour moi et non pour les autres, ça a changé la façon que j'ai pensé parce que j'ai décidé de me laisser une vraie chance pour vrai. Puis de ne pas le faire pour les autres, mais pour moi. Puis d'y croire pour vrai, puis de le vivre. Fait que ça l'a emmené. C'est pas la chirurgie, tu sais, je l'entends souvent, celle-là, la chirurgie, on le sait bien, c'est facile, puis ça l'a tout fait à ta place. Non. Mais non, ça l'a pas tout fait à ma place. Moi, j'ai décidé de commencer ma guérison avant. Oui, ça a été un coup de pouce, on se le cachera pas, là. Ça a été un gros coup de pouce, ça m'a aidé. Mais l'alimentation, les nombreux squats, les heures à la salle de gym, c'est moi qui les ai passées. Là. C'est moi qui choisis ce que je mets dans mon assiette. Oui, l'estomac a été coupé, rapetissé, mais ça reste en sorte qu'un estomac, c'est un muscle, puis ça peut grossir. Fait que si t'en prends pas soin, puis tu reprends tes mauvaises habitudes alimentaires, tu vas pas changer ta vie au final. Derrière ça, il y avait quand même une maladie qui... Exact. Fait que c'est pas juste c'est facile, on arrête, c'est tout ce qui vient avec, là, c'est ça. Tout le côté qu'on voit pas normalement, puis qu'on parle pas. Exactement. Parce que souvent, c'est ça qu'on va penser, des gens gros qui sont lâches, qui veulent pas travailler sur eux-mêmes, qui sont voués à rester comme ça, ils ont pas de volonté, ils ont un manque d'organisation, mais être gros, je pense que c'est une maladie. Je pense que c'est une maladie qui est un peu mal compris. Puis là, loin de là de vouloir faire des débats, là, le monde peut penser ce qu'ils veulent, mais moi, je pense que du moment que tu n'as pas guéri tes choses de ton passé, ça peut te rattraper. C'est comme une autre sorte de dépendance. Exactement. C'est une dépendance. Faut que tu te guéris. Toi, c'est ça, tu n'es pas tombé dans l'alcool, dans la drogue, c'était la nourriture. C'est une dépendance pour soulager une douleur. Exactement. C'est la drogue, l'alcool, c'est un peu la même chose. Non, c'est pour ça. soulager une douleur. Tu sais, tu n'es pas gros, tu n'es pas alcoolique, tu n'es pas drogué. Je pense que c'est une façon de t'auto-flageller puis de trouver une façon de te auto-médicamenter. Puis moi, je m'auto-médicamentais avec mon anxiété que maintenant je comprends. Ben, je mangeais. Là, tu t'es retrouvée un petit peu plus en tant que femme, en tant que maman, tu prends soin de toi. Est-ce que tu as réussi à refaire confiance à l'amour? Est-ce que tu as réussi à donner une chance à ce côté-là de toi? Oui, ça a été très difficile. Ça a été un long parcours. C'est sûr qu'au début, j'ai eu des petites conquêtes que je ne voulais pas présenter à mes enfants parce que c'était important pour moi, mes enfants. Puis je voulais que mes enfants qu'ils soient pas là-dedans. Fait qu'on dirait que je m'autorisais pas vraiment à être heureuse au début puis à aimer. Parce que je me disais que moi, mon rôle, c'était mes enfants, puis je les avais temps plein. Fait que ça a été un peu difficile au début, tu sais. Mais maintenant, depuis le mois de mai passé, je vois quelqu'un. Je suis officiellement en couple avec cette personne-là depuis novembre. Mais j'ai appris à faire confiance. C'est encore difficile, là, je vous le cache pas. C'est pas toujours facile. Je réalise que j'ai des choses, moi aussi, à travailler parce que avec tout ce que j'ai vécu, qu'on a parlé,
j'ai des gros mécanismes de défense. Je veux beaucoup me protéger. Je tombe beaucoup, pas dans la victimisation parce que je me qualifie pas de victime. Je pense que j'ai eu la vie que j'avais puis ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui puis d'avoir une grande maturité, je pense, pour quelqu'un qui a 31 ans. Mais ça me permet de mieux comprendre. Puis là, je sais plus où je m'en vais avec tout ça. Mais le côté amoureux, tu sais, comment tu peux redonner le goût à aimer, faire confiance à quelqu'un, tu sais, c'est un autre processus de femme, tu sais, à aller travailler, là. Ben, en fait, à la base, mon copain, je l'ai rencontré, puis c'était sur l'application de rencontre parce que je crois que nos jours, on rencontre principalement là-dessus. Mais c'est devenu un ami. C'est devenu un ami avant de devenir mon chum. Puis c'est la première relation que je me suis vraiment laissé la chance d'apprendre à connaître. Parce que, veux pas, j'ai fait des erreurs en tant que mère monoparentale. Puis tu sais, oui, avant de rencontrer mon chum, ils en ont rencontré un que je sais que c'était mon ami, mais ça reste en sorte que c'est de se donner la chance d'arrêter de se dire qu'on est juste une mère, puis qu'on n'a pas le droit d'aimer, qu'on n'a pas le droit d'être aimé en retour, puis que nos enfants sont notre priorité. Mais ça fait pas qu'on néglige nos enfants parce qu'on est en amour. On a le droit. Mais je crois que nous, en tout cas moi, en tant que femme, je me suis beaucoup culpabilisée. Je voulais tellement pas qu'il rencontre quelqu'un. Je voulais tellement pas qu'il s'attache à cette personne-là puis que cette personne-là reste pas forcément dans ma vie. Pour moi, c'est important de les prioriser. Mais là, quand t'es maman temps plein, qui part juste une fin de semaine sur 2, le temps est trop court pour apprendre. Puis tu sais, au travers de tout ça, je voulais aussi apprendre à me connaître. Je voulais être autre chose qu'être une copine. Moi, je voulais être Caroline 2.0. Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma valeur? Puis comment je peux partager ma valeur avec les autres? Puis comment j'avais envie de faire une différence dans la vie. Donc, j'ai appris à connaître mon chum, puis j'ai appris à être vraiment là dans les pires moments. C'est drôle parce que c'est comme ça que notre relation s'est bâtie. Il a été présent dans les pires moments, les pires moments de ce petit moment-là, de la séparation, d'apprendre pour moi à vivre sans mes enfants avec les batailles judiciaires. Je veux pas. D'apprendre à vivre sans eux, une semaine sur 2, ça a été difficile. Mais il a été là pour me remonter le moral, pour me soutenir, pour me rappeler que j'étais une bonne mère, puis que j'avais pas à me sentir coupable, puis j'avais le droit de vivre. Fait que j'ai appris à faire confiance. C'est ça, parce que est-ce que tu sais, avant de rencontrer quelqu'un ou de l'apporter dans ta vie, est-ce que tu avais peur de t'oublier? Ben, forcément, puis même encore aujourd'hui. C'est ça le défi, je pense, tu sais, quand on travaille sur nous, c'est de pas se réoublier pour une relation. Mais c'est exactement. Puis moi, ça a été clair. Là. Moi, lui, il avait pas d'enfant. Il en voulait. Moi, j'ai dit, j'étais pas fermant d'en avoir un autre, mais j'étais pas rendue là dans mon cheminement. J'ai dit, moi, je veux bâtir une relation sérieuse. Je veux que tu me montres que tu es présent. Je sais que c'est mes enfants, c'est pas les tiens, mais faut que je vois un minimum de présence puis que tu t'investis. Mes enfants font partie de ma vie puis ils vont toujours passer avant toi. Puis j'ai aussi ma vie. Je veux pas m'oublier. Je veux pas m'abandonner encore. Je veux me choisir. Pour moi, entraîner des gens, c'est important. Puis ça fait prend partie. du temps aussi. Mais ça dans prend une du journée, temps. dans une. Mais oui. Puis en plus, je travaille de 8 à 4. C'est ça. 8h, 4h, tous les jours de ma vie. Du lundi au vendredi. Donc, tu sais, je voulais pas m'abandonner puis je voulais avoir des moments pour moi. C'est important que l'autre personne écoute ça puis comprenne ça. Puis à sens contraire, lui aussi est indépendant. Fait qu'il a besoin de ces moments pour lui. C'est ce qui fait en sorte que je pense que notre relation marche autant. C'est qu'on arrive à bien s'entendre, mieux communiquer. Mais c'est pas toujours facile. Non. Ça a été des fois des doutes, des remises en question. Il y a des moments que j'ai eu envie de me dire peut-être c'est mieux d'être célibataire parce que je pense que c'est difficile après d'avoir eu plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné. Ben c'est difficile de s'abandonner, de faire confiance en la vie, puis de se dire que celle-là va fonctionner. C'est d'apprendre à se dire de pas toutes les mettre dans le même bateau. Tu sais, puis en même temps, une relation de couple, il y a des compromis à faire. C'est juste essayer de savoir que les compromis, c'est pas juste c'est comme la femme où c'est comme on compromettra pas ton bien-être. C'est comme un compromis qui se fait ensemble, mais c'est dur à apprendre ça, là, de bien gérer pour pas que ça affecte ton temps à toi. Puis, c'est exactement ça. Puis tu sais aussi, je voulais pas que je veux pas, ça devient un peu égoïste, mais la semaine que j'ai pas mes enfants, j'ai besoin de temps pour moi. Oui, c'est ça. Et que je veux pas être mais de t'écouter encore. Et que je m'écoute beaucoup. Oui. Mais ça fait en sorte que je pense que notre relation fonctionne. C'est ça. Parce qu'au travers de ça, il
il respecte mon besoin, puis moi, je respecte le sien. C'est pas égoïste. Non, c'est ça. Si on dit que c'est égoïste, mais ça ne l'est pas, en fait, c'est être humain. C'est essentiel. C'est essentiel pour pas se retrouver au point où est-ce que c'est ça. on est étouffé puis qu'on veut juste abandonner. Mais exact. Puis, tu sais, avec ma transformation, je ne le cacherai pas que j'ai refait ma vie de A à Z. Oui. J'ai décidé de changer mon entourage. Il y a des amis qui sont revenus dans ma vie qui l'étaient plus, qu'ils l'ont toujours été. Il y en a d'autres que j'ai décidé de laisser partir. C'est toujours des choix déchirants. Là. Peu importe la nature de la relation, laisser une relation partir, c'est pas facile. Tu sais. Mais il faut apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment, puis vers quelle direction je m'en vais. Puis j'avais plus envie d'être drainée par le bas. Fait que, tu sais, j'ai toujours été celle qui a redonné espoir, mais je m'oubliais. Mais là, forcément, j'ai appris à être un peu négative. Puis tu peux poser tes limites maintenant. Exactement. Pour être là pour toi aussi. Exact. Je me choisis. C'est ça. Fait que c'est une grande transformation qui s'est mise dans ta vie, là, pas autant juste au niveau du poids, mais au niveau de la relation, de la vie, de la carrière, des amis. Je pense que c'est la plus belle chose qui t'est arrivée. Oui, vraiment. De me choisir, d'apprendre à m'aimer. Tu es très inspirante. Merci. Vraiment. Énormément de ton partage, de ton parcours. Ça va en inspirer plein d'autres. Puis merci de ne pas être dans le tabou. Merci d'ouvrir sur des sujets qu'on ne parle pas souvent entre femmes, puis avec nos hommes aussi. Fait que merci de le faire. Puis je pense que si ça peut créer des conversations dans les familles en ce moment, je pense que c'est déjà gagnant. Pour moi, ça serait rien de plus que chouette. Dans le fond, c'est de... Si mon parcours peut inspirer quelqu'un, peut semer une petite graine, puis se dire que lui aussi peut y arriver, je vais être vraiment contente parce que c'est juste la petite graine qu'on sème aujourd'hui peut faire les plus belles fleurs. Puis moi, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. J'ai décidé de rayonner puis de m'ouvrir au monde, mais de montrer mes vraies couleurs, de m'accepter, de m'aimer, puis de me permettre d'être qui je suis. Je peux pas plaire à tout le monde. Je l'ai compris enfin. Mais c'est correct de pas plaire à tout le monde. On a le droit. C'est amplement suffisant. Mais la différence, c'est que je plais plus à tout le monde, mais je l'assume. Mais moi, je suis heureuse. Moi, je suis bien. Moi, je me plais. Moi, je suis fière de la femme que je deviens. C'est magnifique. Puis on est vraiment fiers de toi aussi. C'est là-dessus que j'ai envie de miser, de choisir. C'est pertinent. Ça vaut la peine. J'ai une dernière petite question. S'il y a une jeune fille de 14 ans, 13 ans, 11 ans qui vit ce que tu as vécu, toi, est-ce que tu as un conseil à lui donner en ce moment? Le conseil, ça va être d'aller chercher de l'aide, de t'écouter, puis de ne pas avoir peur, de mettre des mots sur comment tu te sens, puis de te dire que tu n'es pas seule qui vit ça, puis de te donner de la douceur. Puis de te dire qu'un jour à la fois, tu le vois peut-être pas en ce moment, mais c'est possible. C'est possible d'être heureux, c'est possible de changer, puis c'est possible d'être toi. Donne-toi juste la chance. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci à vous.